bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager la présentation que normalement vous devez donc voir là. Enchantée d'animer cet atelier sur le sujet des achats responsables, sujet que je travaille depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et notamment depuis 9 ans en tant que dirigeante de Bayorway. Bayorway qui est un cabinet de conseil qui est dédié aux achats responsables. L'idée de la présentation, c'est de vraiment reposer rapidement le sujet et de vous donner des clés. Après, c'est voilà, une formation sur les achats responsables, ça peut aller jusqu'à 2 jours complets. Donc là, en 1 heure, je vais essayer de vous donner vraiment en moins d'1 heure, les clés et surtout de répondre à vos questions. Sur le sujet des achats responsables, normalement, je devrais pouvoir répondre en live, sauf si vous avez vraiment des questions très, 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 très particulières que je n'aurais pas vues sur les 10 dernières années. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un échange ensemble. Alors moi, quand je parle des achats responsables, je reviens aux fondamentaux, entre guillemets, puisque quand on dit achat responsable, on parle de responsabilité. Et donc, souvent, on a tendance à oublier ce sens. On utilise beaucoup le mot RSE, responsabilité sociétale, mais on oublie parfois le sens que veut dire responsable. Et c'est pour ça que je reviens toujours à la question de qu'est-ce que ça veut dire si je suis une personne responsable, ou c'est quand la première fois que je me suis sentie responsable de quelque chose, c'est qu'en fait ce mot-là, et en général on me répond quand j'ai dû garder un enfant, on me répond quand j'ai eu mon appartement pour la première fois, on me répond quand j'ai eu mon premier job ou mon premier stage. Et ben en fait ce sentiment-là de responsabilité, c'est le même mot, c'est la même notion qui s'applique quand on parle d'une entreprise. En fait, la responsabilité, c'est le fait de répondre de ses actes. Et donc, répondre de ses actes pour une entreprise, c'est lorsqu'elle prend une décision, lorsqu'elle fait quelque chose, elle doit assumer et supporter toutes les conséquences, parfois positives, mais aussi parfois négatives. Et donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est vraiment toute la prise en compte de tous les impacts, de toutes les décisions, de toutes les décisions qui sont prises par une entreprise, que ce soit des impacts sur les personnes, que ce soit des impacts sur l'économie, des impacts sur l'environnement, voire des impacts sur la société dans son ensemble. Puisque quand on existe, quand on est une entreprise, on diffuse des valeurs, on promeut un certain mode de fonctionnement, voire un mode de société. Et donc c'est ça, c'est notre responsabilité d'avoir le moins d'impact négatif possible via toutes les décisions qu'on prend. C'est comme ça qu'on définit une entreprise. Elle est responsable quand elle connaît ses impacts, quand elle les prend en compte, quand elle les contrôle, quand elle les limite quand ils sont négatifs, quand elle les maximise quand ils sont positifs. Alors c'est bien dans ce cadre de la responsabilité sociétale qu'on s'ancre quand on parle d'achat responsable, puisqu'en fait c'est la déclinaison de la responsabilité globale de l'entreprise vers la société sur les achats. Et donc, on se pose la question, pour commencer, pour pouvoir être responsable, de quels sont les impacts qui sont générés par une décision d'achat. Et ces impacts, ils sont partout. Ils sont des impacts environnementaux, par exemple sur les ressources. Quand je décide d'acheter une matière première, et ben, en fait, je vais avoir des impacts sur la potentielle raréfaction d'une matière. Ils peuvent être sociaux aussi. Quand je décide d'acheter justement une ressource, et ben, quels sont les impacts sur les communautés locales, par exemple, qui extraient cette ressource quand on pense à des ressources minières, mais quels sont aussi les impacts liés à la capacité ou pas de protéger les droits de l'homme, de protéger les conditions de sécurité, de santé des personnes. Donc tous ces impacts-là, ils peuvent être vraiment au tout début de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur sur les ressources. Forcément, ils sont aussi sur les pratiques des usines tout au long de la chaîne de valeur. Quelles sont les pratiques des fournisseurs, que ce soit sur les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution, de consommation d'eau, d'énergie, mais aussi sur les enjeux sociaux, prise en compte des impacts sociaux, de santé et de sécurité des personnes. On a aussi un impact sur les fournisseurs quand on est un acheteur, voire quand on est une société donneuse d'ordre. La façon dont je vais passer mes commandes, la façon dont je vais payer mes fournisseurs, les délais de paiement, la prévision de commandes, tout ça, ça va avoir un impact sur la façon dont mon fournisseur va pouvoir gérer sa propre entreprise, voire un impact social sur les personnes. Si j'ai, par exemple, des pics de commandes non prévus, mon fournisseur, il va peut-être devoir embaucher des personnes intérimaires, par exemple. Et donc, on va se poser la question de leur formation en termes de sécurité, par exemple, ou de leur suivi, ou de leur rémunération. Donc, moi-même, en tant qu'acheteur, on va le voir, j'ai un impact sur le fournisseur quand je prends une décision d'achat. Les communautés locales, j'en ai parlé rapidement, hein, quand on a certaines zones d'approvisionnement qui dépendent d'un secteur d'activité, par exemple. Le fait de changer, ça peut mettre en difficulté le fait de s'approvisionner en certaines ressources, etc. Quand on est acheteur, on a un impact sur le résultat opérationnel de l'entreprise. Ça, c'est souvent le cliché, c'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on pense aux achats. Mais bien sûr,
Quand on est acheteur, on a souvent des objectifs de marge, en tout cas des objectifs financiers. Et puis, je peux avoir un impact sur mes concurrents en fonction de là où j'achète, en fonction du leadership que je vais prendre en matière de responsabilité aussi. Je peux avoir un impact ou driver mes concurrents sur un certain nombre de sujets. Et puis, j'ai un impact sur le client et sur le produit final, puisque tout ce que j'achète dans l'entreprise, ça contribue à la production de ce que je vais vendre au final. Et donc, en fonction des matières que j'achète, en fonction de comment elles sont fabriquées, je vais avoir un impact sur le client et sur le produit final. Donc, en gros, être responsable, c'est avoir conscience que quand je prends ma décision d'achat, que je sois acheteur ou que je sois prescripteur, hein, direction de métier, puisque quand on parle d'achat, ce n'est pas que l'acheteur qui fait un achat, c'est l'ensemble de l'organisation. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier quand on fait des achats responsables au tout début. Et ben, quand on va prendre cette décision collectivement en tant qu'entreprise, on va avoir des impacts sur toute la chaîne de valeur, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques. Alors pourquoi on fait des achats responsables aujourd'hui? Quels sont les drivers des entreprises que j'accompagne, par exemple? Donc, on a vu le sujet des achats responsables arriver dans les années 90 avec des premiers scandales. D'abord, c'était vraiment une démarche très défensive. Je pense que vous avez en tête les photos, comme vous pouvez le voir là, d'enfants en train de coudre des ballons Nike, toute la procédure qu'il y a eu suite à la marée noire de l'Erika, qui est une des premiers cas de jurisprudence où on va reconnaître la responsabilité d'un donneur d'ordre et pas juste de l'entreprise en tant qu'elle-même, puisque Total était donneuse d'ordre dans le cas de l'Erika et le bateau ne lui appartenait pas. Donc c'est là qu'on commence à voir que l'entreprise, elle va avoir une responsabilité au-delà des frontières de l'entreprise, parce qu'on commence à parler de responsabilité élargie. Et puis après, on a d'autres scandales qui vont amener aussi, dont deux très critiques, à des évolutions réglementaires. Et puis on va voir que la réglementation aujourd'hui sur les achats responsables, elle est énorme. Elle bouge beaucoup. On a le cas du Rana Plaza, 10 ans cette année. J'aime bien cette citation de Paula Albertson, Out of tragedy we witness transformation, de dire en fait, cette catastrophe humaine du Rana Plaza, elle donne lieu à énormément de transformations. Et en France, elle va donner lieu à la mobilisation des ONG pour la loi sur le devoir de vigilance qui sortira en 2017. Et puis, à droite, vous avez une image de Ouïghours, donc de ce cas de personnes en situation de travail forcé, voire d'esclavage, qui, elle, va faire bouger plutôt le Parlement européen. Et on va voir l'évolution de la réglementation d'un niveau très national au départ à un niveau de plus en plus international et en préparation de la directive européenne. Donc on a beaucoup de choses qui font évoluer les mentalités des consommateurs finaux, mais aussi la réglementation. Un autre driver, ça peut être aussi d'identifier les risques. Souvent, on pense à ces risques, je vous ai parlé du Rana Plaza, du Pakistan, de l'Erika ou des Ouïghours, mais il ne faut pas oublier que les risques ils sont aussi à côté de chez soi. C'est le cas très frappant et très médiatique des femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles, qui étaient des femmes de chambre d'un sous-traitant de la file d'accord Ibis, qui ont fait grève pour leurs conditions de travail, pour leur rémunération, mais aussi pour la protection sur les maladies professionnelles. Souvent, on a tendance à penser que les achats responsables, c'est quelque chose de géré avec la Chine, le Bangladesh, l'Inde, parfois le Brésil. En fait, les achats responsables, c'est aussi à côté de chez soi et c'est aussi sur les achats qu'on appelle indirects, les prestations. Notamment, nous, chez Bayerouet, on a mené une étude pour le compte d'Entreprise pour les droits de l'homme, qui est une association sur le sujet des droits de l'homme, justement, sur des sujets de toutes ces prestations-là, prestations de nettoyage, de gardiennage, les coursiers, le transport, qui ont des enjeux sociaux très, très forts et qu'on a tendance à sous-estimer dans les démarches achats responsables. Alors, qu'est-ce qui fait bouger les ONG quand on attaque? Leurs campagnes sont aujourd'hui très très fortes et majoritairement sur les chaînes d'approvisionnement. Ça peut être le cas sur des enjeux de déforestation, ça peut être le cas sur des enjeux de rémunération. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'ONG comme Oxfam, comme Greenpeace, comme CCFD Terre Solidaire, Sherpa sont très mobilisés sur ces enjeux et c'est souvent cette crainte-là qui va faire bouger les entreprises. Elle peut être médiatique, la pression. On a, alors Cache Investigation fait très régulièrement des épisodes sur des chaînes d'approvisionnement. On a eu le bois, on a eu le coton, on a eu les téléphones portables. Enfin, on a très souvent le sujet des chaînes d'appro qui remonte. On a le sujet, par exemple, des sous-traitants au Qatar pour la construction de la Coupe du Monde, enfin des stades de la Coupe du Monde a été un gros sujet aussi médiatique. Donc voilà, ça pop aussi auprès du grand public via les médias, avec aujourd'hui des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là. Même si ça ne se traduit pas toujours très très fortement dans leurs évolutions de consommation. En fait, la prise de conscience, quand on fait des sondages, est très très forte. L'évolution de consommation, des décisions de consommation est un peu plus lente, mais en tout cas, c'est vraiment des drivers très importants. Puis je vous parlais de la réglementation, c'est un peu ce tourbillon réglementaire. On avait beaucoup de soft law au tout départ sur le sujet des achats responsables.
c'est-à-dire des normes volontaires avec les lignes directrices de l'OCDE et de l'ONU en 2011, avec la norme ISO 20400 en 2017, mais on a la réglementation qui pop un peu beaucoup sur les sujets sociaux droits de l'homme avec le UK Modern Slavery Act depuis quelques années maintenant, ce qui arrive d'abord avec une démarche volontaire, puis maintenant une démarche obligatoire en Allemagne, sachant que la France, avec la loi sur le devoir de vigilance de 2017, est la première à avoir une réglementation vraiment transverse qui prend en compte les sujets environnementaux et sociaux sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et sur l'ensemble des secteurs. Donc la France était un peu en pointe avec cette loi en 2017, loi qui va donner des petits, entre guillemets, notamment avec la négociation en cours qui devrait arriver d'ici la fin de l'année sur la directive sur le devoir de vigilance européen, qui reprend toujours les mêmes principes de devoir de vigilance, c'est-à-dire j'identifie mes risques, je mets en place des moyens de mitigation, je mets en place des systèmes d'alerte et je rends compte de ce que je fais. Et ça, se identifier, mitiger ou mettre en place des moyens de maîtrise, rendre compte, c'est vraiment le principe du devoir de vigilance qu'on retrouve dans les lignes directrices de l'OCDE, qu'on retrouve dans la loi française, qu'on retrouve dans la directive européenne en préparation, qu'on retrouve sur la loi allemande. Enfin, ce principe-là de je sais quels sont mes risques, donc j'identifie mes risques, je mets en place des moyens d'action et je pilote. Et je rends compte, c'est toujours le même principe. On a aussi des obligations de reporting, hein, puisque on a l'obligation de faire d'un côté, puis l'obligation de reporting. La loi française était assez aussi précurseur sur ce sujet-là. La CSRD vient renforcer les obligations de reporting des entreprises aujourd'hui. Alors, quelle définition sur le sujet des achats responsables? Quand on parle d'achat responsable, qu'est-ce qu'on veut dire? Si vous avez bien suivi depuis le début, vous allez voir que la définition, elle se pose d'elle-même. Être responsable, c'est être conscient de ses impacts et les prendre compte sur l'environnement, sur les travailleurs, comme sur les utilisateurs, sur la société dans son ensemble et sur les fournisseurs. Donc, en fait, quand on parle d'un achat responsable, on vient fusionner la définition de l'achat et la définition de responsabilité. Un achat, c'est une offre qui rencontre un besoin. Donc, c'est un fournisseur qui a un produit ou un service et qui le vend à un acheteur, une société de nos ordres qui a un besoin. Et donc, un achat responsable, c'est un achat de produits et services qui eux-mêmes ont moins d'impact négatif, réalisés auprès de fournisseurs qui eux-mêmes sont engagés et sont performants sur ces enjeux de responsabilité. Dans le cadre d'une relation respectueuse et durable, donc c'est comment je me comporte moi en tant que société de nos ordres de façon respectueuse. Et puis, quand on fait des achats responsables, il y a un moment où on voit que ça bouleverse la stratégie de l'entreprise, ou en tout cas, ça accompagne la transition de l'entreprise vers plus de responsabilité, puisque par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, la majorité des émissions de gaz à effet de serre liées au scope 3, c'est-à-dire au scope indirect, eh ben, ils sont liés aux achats en général pour une entreprise. Et donc, si on se dit qu'il faut diminuer, je ne sais pas, par exemple, comme Carrefour, de 70% ses émissions de gaz à effet de serre, eh ben, il y a un moment, ça va jouer sur ce qu'on achète. Quand on a certains de nos clients aujourd'hui qui s'engagent à moins 40, moins 50% de diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre et qu'elles achètent des matières premières type soja, eh bien, en fait, il y a un moment, il va falloir arrêter le soja ou alors vraiment changer drastiquement la façon dont on s'approvisionne pour pouvoir continuer à exister dans les années qui viennent et à exister de façon responsable. Donc un achat responsable, c'est se poser la question sur ce qu'on achète, à qui on l'achète, comment on l'achète et comment ça s'ancre dans une stratégie de responsabilité plus globale. Ça, c'est la version Bayorway ou Fanny Bénard de la définition. Je vous remets la version officielle de la norme ISO 20400, qui est la norme sur les achats responsables, qui est vraiment un guide. C'est une norme de recommandation, hein. C'est un guide sur comment on met en place des achats responsables avec l'Observatoire des achats responsables, qui est l'association française sur ce sujet dont j'ai la chance d'être la vice-présidente. On a notamment sorti un ouvrage qui s'appelle 100 questions sur l'ISO 20400, qui explicite le fait qu'un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, socio-économiques sont les plus positifs possibles. Ça englobe l'ensemble des aspects de responsabilité sociétale liés aux biens, aux services et aux fournisseurs qui interviennent dans les chaînes d'approvisionnement. Et ça contribue à la réalisation des buts et des objectifs de responsabilité sociétale et au développement durable en général. Donc on est vraiment dans comment je contribue, comment je suis plus responsable et comment je contribue globalement à la responsabilité de l'entreprise. Alors la question, c'est comment je fais? Parce que maintenant que je sais ce que c'est, comment je mets en place des achats responsables? Déjà, il va falloir se poser ces questions sur ces 3 pans. Est-ce que je suis bon sur ce que j'achète? Est-ce que je me pose la question de savoir les impacts de ce que j'achète? Est-ce que je sais auprès de qui j'achète? Et est-ce que ces fournisseurs-là sont eux-mêmes responsables et mettent en place des pratiques plus vertueuses? Et puis se regarder soi. Quelles sont les pratiques internes qui vont avoir un impact négatif sur la société, sur les fournisseurs? Alors pour faire ça, on a différentes étapes. La première étape, c'est déjà de faire l'état des lieux, c'est-à-dire de comprendre le contexte, savoir
qu'est-ce qu'on achète déjà et à qui on l'achète, de faire un petit peu la cartographie de ces achats. Ça paraît évident pour certaines organisations, ça ne l'est pas pour toutes. Parfois, quand on commence à travailler avec certains de nos clients, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça de bien détailler l'ensemble de ce qu'on achète, qui sont des fournisseurs, où est-ce qu'on se trouve, les montants d'achat. Est-ce que j'ai de l'influence sur ce fournisseur-là ou pas? Est-ce que j'ai une capacité d'action ou pas? Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment de mettre à plat l'ensemble de ces achats. Une fois qu'on a fait ça, comme être responsable, c'est avoir conscience des impacts, et ben, on va se poser la question de savoir quels sont les impacts générés par ce qu'on achète. J'ai identifié ce que j'achète, à qui je l'achète. Je vais me poser la question de savoir quels sont les impacts sociaux et environnementaux générés par l'ensemble de ces achats. Est-ce qu'il y a des sujets droits de l'homme? Est-ce que j'interviens dans des zones d'approvisionnement à risque? Est-ce que quand j'achète une prestation de nettoyage, je suis conscient que j'ai des impacts sur les personnes, sur l'environnement via les produits, etc. Donc sur l'ensemble de ce que j'achète, je vais identifier via la cartographie l'ensemble de ces enjeux. Et puis à partir de ça, je vais venir formaliser quelles sont les actions que je vais mettre en face. Par exemple, si j'ai un sujet de droits de l'homme, ce n'est pas via une évaluation documentaire que je vais régler mon sujet de droits de l'homme. Je reviendrai dessus. Si j'ai un sujet de produits de nettoyage, je vais pouvoir utiliser des critères de mon cahier des charges, des écolabels par exemple. Donc ça, je vais régler l'aspect environnemental. Donc en fait, pour pouvoir vraiment savoir ce que je vais faire et qu'est-ce qui est pertinent, il faut que j'ai bien identifié mes impacts via la cartographie. Ensuite, je formalise tout ça dans une politique qui permet de rendre compte, de formaliser les choses, de s'engager aussi publiquement. Et puis derrière, classiquement, j'ai un système de pilotage avec une gouvernance qui va regarder si tout ce que je fais est bien mis en œuvre et surtout, enfin, sur quoi on s'est engagé est bien mis en œuvre, mais surtout, si ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que je maîtrise vraiment les risques en mettant en place tel ou tel outil. Alors sur la cartographie des risques, juste pour un point, en fonction de si votre organisation est soumise au devoir de vigilance ou pas, on ne va pas tout à fait faire la même cartographie des risques. Si je suis soumise à la loi sur le devoir de vigilance ou si je ne suis pas soumise. Si je suis soumise à la loi sur le devoir de vigilance, je dois vraiment avoir une forme d'obligation de résultat. Je dois vraiment être sûre que j'ai bien identifié mes risques. Donc les cartographies, elles sont assez lourdes en fait en termes de devoir de vigilance. C'est vraiment de se poser la question sur l'ensemble des achats. Quels sont les enjeux en matière d'environnement, de santé, de sécurité des personnes, de droits de l'homme et de liberté fondamentale. Les cartographies, elles sont très précises, elles sont très détaillées, elles doivent être opposables aussi, donc très sourcées. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier tous les risques potentiels. Et ça a vocation à être aussi élaboré avec les parties prenantes comme demandé dans la réglementation. Si je ne suis pas soumise à la loi sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire si je suis une entreprise de moins de 5000 personnes en France ou moins de 10 000 dans le monde, je peux y aller plus pas à pas. Je peux commencer par mes achats les plus importants, par exemple les plus gros montants d'achat, ou je peux commencer là où j'ai le plus d'influence. Donc je ne suis pas obligée de cartographier l'ensemble de mes risques. Je peux aussi commencer par une cartographie très macro, sans rentrer dans le détail. Et, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut, quand on est une plus petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne, y aller plutôt pas à pas. Ensuite, je dois me poser les bonnes questions. Quand j'utilise un outil en matière d'achat responsable, je pense que vous avez tous entendu parler des écolabels, je pense que vous avez tous entendu parler d'Ecovadis ou des audits sociaux. Je ne vais pas identifier les mêmes enjeux. Par exemple, quand je parle d'Ecovadis, Ecovadis n'a rien à voir avec le produit. Ecovadis, c'est 100% le fournisseur. D'accord? Donc, vous pouvez très bien évaluer votre fournisseur sur Ecovadis, qu'il ait une super note et qu'il vous vende un produit pourri en termes d'impact environnementaux, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous voulez utiliser un outil que vous vous posiez la question de sur quelle composante des achats responsables je suis en train de travailler, pour vous éviter de passer à côté potentiellement de quelque chose. Ensuite, vous n'allez pas avoir le même objectif si vous voulez juste évaluer une performance, sélectionner ou alors sensibiliser, informer ou transformer une chaîne d'approvisionnement. Et donc, pareil, si je reprends mon exemple de label, le label, ça permet de sélectionner. Je mets une barrière à l'entrée. Mon produit, il est labellisé ou il n'est pas labellisé. Il a son écolabel ou il n'a pas son écolabel. Puis c'est un peu blanc ou noir. Je peux aussi travailler sur l'éco-conception d'un produit avec un fournisseur. Et là, donc, je vais plutôt améliorer la performance au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas tout à fait utiliser les mêmes outils. Et puis, à quoi ça me sert? Est-ce que je vais uniquement prévenir des risques avec ma barrière à l'entrée, par exemple? Est-ce que je vais agir sur le produit, sur le fournisseur, ou est-ce que je vais même transformer une chaîne d'approvisionnement? Quand je mets en place une filière, par exemple, moi, en sortant de l'ESSEC, j'ai mis en place une filière bord bas carbone pour un industriel de l'agroalimentaire français, là, je transforme la chaîne d'approvisionnement. Je vais accompagner les fournisseurs, les producteurs à changer leurs pratiques pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et quand je fais ça, je transforme. Quand je mets un écolabel, je ne transforme pas, je sélectionne. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se poser la question de c'est quoi mon ambition?
à quelle étape du processus d'achat? Est-ce que je mets ça au début, à la fin, pendant que je travaille avec le fournisseur? Et puis, est-ce que ça se fait sur tous les fournisseurs ou pas? La filière dont je vous parlais là, je ne vais pas faire ça sur 100% de mes catégories d'achat. C'est très consommateur d'énergie, de ressources humaines, financières. Donc, je vais faire ça là où il y a le plus d'enjeux stratégiques. Je ne vais pas faire ça sur tout. Donc, à chaque fois, se poser cette question-là. Je résume un peu l'ensemble des outils achats responsables sur cette slide qui permet de se dire, donc là vous avez en rouge, il faudra que je change mes couleurs, mais en rouge vous avez tous les outils qui sont en lien avec le fournisseur. En vert, là, vous avez les outils qui sont plutôt en lien, enfin, pardon, en vert, là, guide de bonne pratique, conception, co-innovation avec les produits. Et puis après, je peux avoir des clauses RSE dans les contrats, une charte achat responsable qui sont plutôt sur les deux sujets, quoi. Notamment, je peux avoir des ateliers fournisseurs en travaillant sur leur performance RSE ou sur les produits auxquels que j'achète. Et puis là, vous avez le niveau de maîtrise. Est-ce que je suis juste en train de communiquer? Est-ce que je suis en train d'évaluer? Ou est-ce que je suis en train de vraiment transformer les choses? Et puis, à quel moment je l'utilise dans mon processus d'achat? Est-ce que c'est au moment de l'information, du sourcing? Est-ce que c'est quand je fais mon appel d'offres et que je sélectionne? Ou est-ce que c'est dans le suivi, une fois que je travaille déjà avec mon fournisseur? Notamment les filières, les contrats tripartites, tous ces programmes de capacity building, c'est-à-dire comment moi je vais investir auprès de mon fournisseur pour qu'il s'améliore. C'est le cas par exemple vous avez des exemples, nous on travaille avec une maison de luxe qui travaille en partenariat avec RH Sans Frontières pour mettre en place des pratiques plus vertueuses chez leurs fournisseurs stratégiques. Bah, ça c'est uniquement chez certains fournisseurs très stratégiques avec lesquels je travaille déjà. Je ne vais pas faire ça en appel d'offres, ça demande beaucoup trop d'investissement en appel d'offres. Par contre, en appel d'offres, je peux utiliser des outils de type EcoVadis pour avoir une première vision de la maturité ou même de l'audit sur site chez des fournisseurs, si c'est des fournisseurs très à risque, dans des zones très à risque. Je vais prendre l'exemple de Gémeaux ou du groupe ERAM. Le groupe ERAM, aujourd'hui, ne travaille pas avec un fournisseur s'il n'est pas audité et s'il n'y a pas une certaine note d'audit. Et donc, je ne rentre même pas le fournisseur dans le panel tant qu'il n'est pas audité. Donc, je peux aussi utiliser des audits sur des structures qui ont besoin de se sécuriser en matière de risque très très tôt dans le processus. Et puis avec d'autres, je vais plutôt le faire plus tard, une fois que je travaille déjà avec le fournisseur ou en suivi du fournisseur. Donc tout ça là, que ce soit l'audit sur site, la visite qui peut être faite par un acheteur en référencement, si j'ai formé mon acheteur à identifier des points clés quand il va sur site, bah, je peux aussi soit l'utiliser en pré-référencement, soit en suivi pendant le contrat. Bon, après tout ce qui est critères, spécification, mettre un label, pas de label, ça on utilise ça en appel d'offres. C'est vraiment la barrière à entrée au niveau de l'appel d'offres. Et puis après, vous avez d'autres types d'outils qui peuvent être très, très pointus. Par exemple, sur les sujets droits de l'homme, aujourd'hui, faire un audit fournisseur, ça peut ne pas être suffisant. Je peux ne pas me rendre compte, par exemple, qu'il y a du travail des enfants, par exemple, qu'il y a des sujets de discrimination. Je peux ne pas me rendre compte lors d'un audit social annoncé, par exemple. Et donc, je peux avoir besoin d'investiguer, d'avoir des outils qui sont un peu plus poussés, de connaître le terrain, d'avoir des gens, d'aller interroger des gens sur place. Et donc là, ça peut être quand j'ouvre, par exemple, un pays sur des usines très stratégiques, bah, je peux avoir une forme de due diligence approfondie avec des techniques d'investigation. Je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le worker voice, qui est ici, qui est un outil où on va aller interroger directement les ouvriers soit les ouvriers d'une exploitation agricole, soit les ouvriers d'une usine, qui vont me permettre de vraiment leur poser la question directement. Est-ce que vous avez travaillé les 3 derniers dimanches? Est-ce que vous avez travaillé non-stop pendant plus de 7 jours? Est-ce que vous estimez que vous êtes payé correctement? Est-ce que les heures supplémentaires, elles étaient volontaires? Donc ça, c'est des choses qu'on peut aller, via un certain nombre d'applications, nous on travaille avec Ulula par exemple, faire dans une chaîne d'approvisionnement. Donc tout ça, c'est vraiment des outils qui permettent de transformer, mais c'est des outils qui coûtent cher, qui demandent de l'investissement, qui demandent... Les autres outils sont et qui demandent d'avoir une certaine forme de pouvoir d'influence sur le fournisseur. Quand on est plus petit, ces outils-là sont quand même extrêmement performants. Le fait d'éco-concevoir un produit et donc de vraiment se poser la question de quels sont les impacts et donc de le sélectionner en tant que tel, ou le fait de mettre des critères obligatoires dans des spécifications. Donc je parlais d'écolabel, mais ça peut être aussi une forme de certification, ça peut être d'un fournisseur, ça peut être le fait de demander une matière plutôt qu'une autre. Bah là, en fait, ça permet d'avoir dans ses mains la décision, entre guillemets, et pas de reporter sur le fournisseur. Et donc, quand on est plus petit ou qu'on a moins de pouvoir d'influence sur une chaîne d'approvisionnement, ça peut vraiment aider, quand on met en place une démarche, à très vite avoir un impact positif sans sortir la grosse artillerie qui est en haut de la matrice, là, et qui est là et vraiment
Alors, pas uniquement réservé à des grosses entreprises, puisqu'aujourd'hui, nous, on a des plus petits fournisseurs, enfin des plus petits clients, hein, des ETI, voire même des PME, qui travaillent sur ces sujets de filière, de contrats tripartites, de capacity building, parce que elles concentrent leurs moyens, entre guillemets, sur des actions particulières, notamment quand on a des chaînes d'approvisionnement agricole, mais même sur de la chaîne industrielle, quand on a des petits fournisseurs avec des chaînes d'approvisionnement sur lesquelles on a vraiment un bon lien entre les différents maillons de la chaîne, ben, on peut aller assez loin sur ce type d'outils, même quand on est petit, hein. Mais par contre, ça demande un investissement qui est autre. Et puis, je voudrais terminer avec la fameuse charte achat responsable, qui est en général vers quoi on commence. Alors, c'est pas inintéressant d'avoir une charte achat responsable. Il faut juste la construire de façon intelligente, c'est-à-dire de façon équilibrée. Ça ne sert à rien de demander 1000 choses à un fournisseur si vous-même, vous imposez pas, entre guillemets, de faire ça. Vous pouvez demander à vos fournisseurs de s'évaluer sur EcoVadis, mais alors évaluez-vous vous-même pour savoir quelle est votre note à vous et là où vous êtes bon ou pas. Donc il y a une forme de réciprocité qui est importante dans la charte achat responsable. Et puis surtout, il faut essayer un peu de battre en brèche le fait que la charte achat responsable, c'est un outil de transformation. C'est pas parce que votre fournisseur signe une charte qui va vraiment changer les choses sur le terrain. Et si derrière, vous n'avez pas tous ces outils-là ou une partie de ces outils-là combinés ensemble pour évaluer le fournisseur et vous assurer que vous limitez vos impacts, aujourd'hui, la charte achat responsable, ça ne tient pas juridiquement en termes d'opposabilité dans le devoir de vigilance, par exemple. Donc, une charte, c'est bien, mais ça permet d'informer le fournisseur sur ce qu'on fait. Ce n'est pas forcément un outil qui va permettre de transformer ou d'évaluer. C'est vraiment un outil de com, en fait. Donc, il est hyper important. C'est une première brique à formaliser. C'est un premier jalon de démarche. Mais ça n'a de sens que derrière si on met en place d'autres outils. Et puis, pour finir, avant de répondre à vos questions, on n'est pas obligé de mettre en place tous ces outils, comme je disais, en fait, on les combine les uns les autres en fonction de la capacité d'influence, en fonction du niveau stratégique, en fonction de notre capacité à agir. En général, il n'y a pas un seul de nos clients chez qui on ne met pas des critères dans les cahiers des charges. C'est vraiment ça le passage obligé, j'ai envie de dire. Mais pour tout le reste, ça dépend voilà, de quels moyens j'ai à mettre. Est-ce que j'ai beaucoup de fournisseurs à aller voir ou pas? Si j'en ai pas beaucoup, je peux direct aller sur place. Si j'en ai beaucoup, je peux peut-être les screener d'abord. Et donc, tout ça, ça en revient à démarche, entre guillemets, c'est que tout ça dépendra de l'état des lieux et de la cartographie, qui sont vraiment les deux étapes clés qui vous permettent derrière de savoir, dans tous ces outils que je vous ai présentés, lesquels sont les plus pertinents à mettre en œuvre. Et je finirai sur un point, je sais, ça fait 2 fois que je dis que je finis, mais là, je finis, le sujet de la formation. En fait, la formation, elle peut avoir un lieu un peu tout au long de cette démarche, mais ça ne sert à rien de former trop vite vos équipes aux achats responsables si jamais vous n'avez pas déjà des actions à leur proposer. C'est-à-dire que faire monter en compétences, c'est très bien, mais faire monter en compétences sur des démarches existantes, c'est mieux parce que derrière, ils rentrent à leur bureau et ils sont capables de mettre en œuvre. Alors, généralement, nous, on va dire, on propose de former, de sensibiliser aux achats responsables un peu génériques des équipes de pilotage ou les équipes qui vont penser les démarches. Mais former les équipes achats et les prescripteurs, les directions métiers, ça arrivera un peu plus tard une fois que les démarches sont structurées. Voilà ce que je voulais ce que je vous proposais de vous présenter aujourd'hui en matière d'achat responsable. Et maintenant, on a un peu de temps pour que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de questions dans le chat, mais il y en a une en tout cas donc il y en a 2 qui sont remontées. Un plutôt un commentaire où, donc risques sociaux, sociétaux, mais aussi risques environnementaux. Donc c'était Ouais. commentaire. Et une question pour une entreprise elle-même pas encore très engagée et performante, comment s'y prendre pour demander, exiger de ses fournisseurs d'être vertueux si je ne donne pas l'exemple? Alors, sur les risques sociaux, sociétaux, mais aussi environnementaux, j'espère que vous avez bien entendu qu'en effet, c'est l'ensemble des risques qu'on identifie, et notamment les risques environnementaux. J'ai parlé du scope 3, j'ai parlé des émissions de gaz à effet de serre, des sujets de pollution, de consommation d'énergie. Donc tout ça, il faut l'identifier sur l'ensemble du scope. Une entreprise qui est encore pas très engagée et pas très performante, j'ai envie de dire, quand on parle de responsabilité, on parle de réciprocité, et donc exiger de ses fournisseurs qu'ils soient vertueux si soi-même on ne se regarde pas, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas une démarche d'achat responsable. Donc, c'est aussi comment on a l'humilité de potentiellement même apprendre de ses fournisseurs. Nous, on a des clients qui aujourd'hui ne sont pas très matures en termes d'achat responsable, et donc
On va travailler sur le produit beaucoup, donc mettre des barrières à l'entrée, mettre des critères RSE dans les cahiers des charges, environnementaux et socio-sanitaires. Mais en fait, on va aussi avoir des clients auxquels on va proposer d'apprendre avec leurs fournisseurs, notamment quand ils ont des gros fournisseurs, de dire aujourd'hui, vous avez mis quoi en termes de démarche, est-ce qu'on peut s'inspirer de vous, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, de construire au fur et à mesure la démarche. Mais c'est sûr que aujourd'hui, par exemple, exiger de vos fournisseurs qu'ils soient gold sur EcoVadis alors que vous-même, vous êtes bronze, bah, il y a un moment où il n'y a pas forcément de responsabilité dans le sens réciprocité. Donc, l'idée, c'est forcément une forme d'exemplarité ou du moins de montrer qu'on avance, de montrer qu'on s'engage. Et ça, notamment dans les chartes, moi, je pousse mes clients à écrire eux-mêmes leurs propres engagements en matière de responsabilité sociétale. Alors, Merci est-ce beaucoup, Fanny. que je les vois les questions, hein, Merci, Souina. Est-ce qu'une entreprise comme, alors je sais jamais comment on dit, Chine, transgresse les lois comme les lois sur le devoir de vigilance quelles sont alors les sanctions des différents pouvoirs publics? Alors aujourd'hui, est-ce qu'elle transgresse les lois comme la loi sur le devoir de vigilance? On n'a pas de jurisprudence sur le devoir de vigilance. Et puis en plus, elle n'est pas soumise parce que ce n'est pas une entreprise française. Mais sachant que la directive européenne pourrait venir changer ça avec le fait que si une entreprise réalise un certain seuil de chiffre d'affaires ou un certain nombre d'effectifs en Europe, elle pourrait être soumise à la directive européenne. Mais je ferme la parenthèse. Mais par contre, par exemple, sur les sujets environnementaux, l'impact environnemental d'une entreprise, et notamment dans sa chaîne d'approvisionnement comme Chine, pourrait avoir un sujet sur le sujet du devoir de vigilance. Aujourd'hui, les sanctions des différents pouvoirs publics, elles sont assez faibles en matière de devoir de vigilance. La sanction sur la loi française, elle est d'obliger de la publication, d'obliger de bouger le plan de vigilance et potentiellement de payer des dommages et intérêts si jamais il y a un cas avéré. Donc la loi française en termes de sanctions, c'est une première étape, mais elle n'est pas forcément encore très stricte. Et surtout, on n'a pas de jurisprudence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment une vingtaine de cas en cours, mais sur lesquels on n'a pas de juge qui s'est prononcé sur le fond. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment elles seront sanctionnées, entre guillemets, même si la loi prévoit une obligation de publication, une obligation de mise en conformité et potentiellement des dommages à intérêts et la mise en question de la responsabilité de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il est facile d'obtenir l'empreinte carbone de ses fournisseurs? Oui et non. Aujourd'hui, obtenir un scope 1, scope 2 de la part d'un fournisseur, c'est de moins en moins difficile parce qu'il y a de plus en plus de plateformes, d'outils qui sont en place pour mesurer son bilan carbone, scope 1, scope 2. C'est pas très compliqué. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Ça nous permet de savoir si le fournisseur, il émet des gaz à effet de serre, beaucoup ou pas. Mais comparer, alors là, il faudrait un webinaire entier, mais comparer deux bilans carbone de deux fournisseurs, ça n'a pas de sens. Parce que vous ne connaissez pas les hypothèses qui sont prises, vous ne connaissez pas les facteurs d'émission qui ont été pris, vous ne connaissez pas la taille de l'entreprise, son équipement, etc. Donc, comparer deux bilans carbone, scope 1, scope 2 de deux fournisseurs, ça n'a pas de sens. Ça vous permet par contre de savoir s'ils sont matures, s'ils mesurent, s'ils mettent en place des actions et s'ils diminuent d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite vient le sujet du scope 3. Et aujourd'hui, moi, je connais très peu d'entreprises qui mesurent vraiment leur scope 3 correctement. Et ces entreprises que je connais, elles sont très, très grosses. Donc, demandez le scope 3 d'un petit fournisseur, vous allez avoir du mal à avoir les infos. Mais ce qui est très intéressant dans le scope 3, c'est ce que vous achetez concrètement, c'est-à-dire la quantité de produits, la quantité de matière et les facteurs d'émission qui sont liés à ces produits, à ces matières. Et donc ça, c'est aujourd'hui tout un système à mettre en place qui en fait n'est pas si compliqué dans la méthode, mais est assez complexe dans la quantité de données. La data, c'est clé sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre, sur la quantité de données à récupérer. Et donc ça, c'est plus complexe. Mais aujourd'hui, si votre but, c'est de récupérer un scope 1, scope 2 de vos fournisseurs, c'est aujourd'hui plus si compliqué que ça. Après, savoir ce que vous en faites. Si c'est pour challenger le fournisseur d'une année sur l'autre sur sa diminution, c'est intéressant. Si c'est pour comparer deux fournisseurs, comme je vous le disais, même théoriquement, mathématiquement, c'est pas forcément toujours pertinent. Sauf si vous demandez vous-même les mêmes mesures, les mêmes les mêmes outils, les mêmes facteurs d'émission. Ensuite, quand on achète de la prestation de service intellectuelle, type mission de conseil, quels sont les points à regarder chez le fournisseur? Alors, dans la prestation intellectuelle, le plus gros impact qu'on a, nous, en tant que consultants, c'est le conseil qu'on donne. C'est-à-dire comment on s'assure que le conseil qu'on donne ne va pas créer plus d'impact environnemental et social chez notre client.
Alors, quand on fait, comme nous, des missions d'achat responsable, normalement, la totalité de nos conseils sont censés diminuer l'impact. Mais quand on fait d'autres types de prestations, il faut se poser la question. Si je prends par exemple les prestations d'agences de com, bah aujourd'hui, le message qu'ils vont vous aider à diffuser, la façon dont ils diffusent le message, est un vrai sujet en termes de responsabilité. Est-ce que la diversité est représentée? Est-ce que le message n'entraîne pas des comportements qui viendraient avoir un plus fort impact environnemental, etc. Et donc, en gros, là où il faut les challenger, mais aussi se challenger soi-même en tant que donneur, dans l'expression du besoin en tant que donneur d'ordre, c'est est-ce que je suis sûre que les consultants que je vais avoir ont en tête, quand ils vont me donner ce conseil, quand ils vont faire la prestation, que ce qu'ils vont me conseiller n'a pas plus d'impact sur l'environnement ou sur les personnes. Là, par exemple, on travaille avec un de nos clients sur est-ce que quand je fais une prestation de conseil, enfin, est-ce que quand j'achète une prestation de conseil, par exemple, le consultant se pose la question sur les droits de l'homme, par exemple. Donc ça c'est un vrai sujet qu'il faut travailler. Ensuite, plus RSE, plus classique, le principal impact en matière de responsabilité sociétale d'une prestation intellectuelle, c'est les RH. Donc, c'est la gestion des risques psychosociaux, donc le droit à la déconnexion, la gestion des burn-out, la gestion des horaires. C'est tout ce qui est lié à la montée en compétences, la gestion des carrières, la formation des personnes que vous avez, les modes de management, etc. Aujourd'hui, moi, je connais pas mal de clients qui ont du mal à challenger, et pourtant c'est vraiment ça l'enjeu. Mais c'est aussi se poser la question en tant que donneur d'ordre. À nouveau, en termes d'exemplarité, si vous envoyez votre appel d'offres un vendredi soir à un cabinet de quelle que soit la prestation intellectuelle et que vous demandez une réponse pour le mercredi suivant, il y a quand même de fortes chances que les consultants y travaillent le week-end. Si vous demandez, pareil, vous envoyez votre appel d'offres le 15 juillet pour une réponse le 1er août, il y a de fortes chances qu'ils travaillent pendant leurs vacances. Donc en fait, c'est aussi de se dire, est-ce que moi, quand je demande quelque chose en termes de prestations intellectuelles, je ne suis pas en train de créer un risque psychosocial, par exemple, chez les prestataires avec lesquels je travaille. Et après, c'est principalement l'enjeu RH. Et sur l'enjeu environnemental, il est très faible chez nous. C'est principalement la façon dont on se déplace. Donc, est-ce qu'on privilégie les transports en commun ou pas? Et après, ça va être est-ce que notre matériel informatique dure longtemps, est reconditionné, etc. Mais c'est des impacts assez, enfin, un peu plus annexes. Alors, quelle place dans la démarche pour les profils environnementaux des produits? Je ne suis pas sûre de comprendre la question dans sa finesse. Est-ce qu'on parle des sujets type FDES, fiche de données environnementales? Oui, tout à fait. Ok, donc quand on parle des FDES, c'est super intéressant parce que les FDES, c'est une méthode qui est normée et qui permet de comparer les produits. La difficulté, par contre, parfois, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation sur les FDES, elle peut faire qu'on a des FDES communes par branche et qu'en fait, elle ne va pas permettre vraiment de comparer d'un produit à l'autre. Et donc, parce qu'il y a aujourd'hui des secteurs ou des branches qui font des FDES communes sur des typologies de produits. Et donc, ça ne vous permet pas de savoir si tel fournisseur a un produit plus vertueux ou pas qu'un autre fournisseur. Et le vrai avantage des FDES, c'est que la méthode est normée et donc comparable. Donc, ça peut être vraiment un outil d'inspiration assez intéressant dans l'utilisation. Il faut juste faire attention sur quel type de produit et comment s'en servent les fournisseurs. Mais en tout cas, les produits, ce type de profils environnementaux qui sont normés et où tout le monde utilise les mêmes méthodes, c'est vraiment intéressant justement pour comparer d'un produit à l'autre. Alors, dans les différentes étapes que vous proposez, vous occultez la partie préparation et diffusion de la communication tout au long de la démarche. Est-ce voulu ou lancez-vous uniquement par les outils? Alors, pareil, j'avais qu'une heure, donc il y a plein de sujets que je n'ai pas creusés en matière d'achat responsable. Mais là, sur le sujet préparation, et c'est pour ça que j'ai fait un petit point quand même formation, et que j'ai bien parlé, mais peut-être pas assez en détail, du fait qu'il n'y a pas que les acheteurs, mais il y a l'ensemble des parties prenantes qui ont un impact sur les achats. Les directions métiers et les prescripteurs en interne sont extrêmement importants quand on parle d'achat responsable, parce que si on change sa façon d'acheter, on souhaite changer sa façon d'acheter, mais que les prescripteurs ils veulent acheter toujours la même chose, bah, la démarche achat responsable, elle n'ira pas très loin. Donc, il y a un vrai sujet de communication de la démarche. Mais par contre, mon point d'alerte, c'est ne communiquez pas sur les achats responsables et ne formez pas les gens tant que vous n'avez pas une démarche prête à être proposée. Donc, qu'on forme les gens qui vont construire la démarche, oui, très tôt, le plus en amont possible. Mais les acheteurs, les prescripteurs, les directions métiers, vous devez les former sur
quels sont leurs impacts concrètement. Donc, avant la cartographie, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la faire évoluer? Donc ça, c'est vraiment, et quand je parle d'achat, ce n'est pas que les acheteurs, c'est vraiment les acheteurs, les prescripteurs, les directions métiers. En externe, impliquer les fournisseurs, ça demande de communiquer. Et là, l'outil de la charte achat responsable, c'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment un outil de com, c'est qu'il est intéressant parce que ça doit vous permettre de concrètement expliciter à vos fournisseurs ce que vous attendez d'eux. Sur quel sujet particulier vous allez travailler. Les chartes achats responsables, souvent, elles sont trop génériques. Elles disent faites attention aux droits de l'homme et à l'environnement. Mais en fait, en fonction de votre cartographie, vous allez peut-être avoir des enjeux spécifiques. Vos cahiers des charges sont une façon de communiquer aux fournisseurs. Les journées fournisseurs sont aussi une façon de leur expliciter ce que vous allez vouloir. Et puis, sur le greenwashing, ça fait partie de la formation des acheteurs d'identifier du greenwashing qui viendrait de la part des fournisseurs, mais aussi plus vos démarches seront spécifiques, plus vous saurez exactement ce que vous attendez en termes de sélection d'un produit ou d'un fournisseur, moins vous ferez de greenwashing. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, comme il nous reste 15 minutes. N'hésitez pas. Et sinon, j'ai des questions qui étaient remontées via le questionnaire de satisfaction en attendant si il y en avait pas mal, mais je pense que... Excusez-moi. Moi, j'aurais... Oui. Ah pardon, allez-y. Alors, oui, moi j'avais juste une question quand on pour des achats et quand on a différentes options, donc pas deux produits comparables en soi, mais deux solutions techniques légèrement différentes. Ouais. Où est-ce qu'on peut avoir des informations, enfin des études non greenwashées sur la comparaison des deux options? Enfin, est-ce que, parce que moi, moi, je me pose des questions là pour des aménagements de bureaux en ce moment. Ouais. Et j'ai essayé de chercher sur le site de l'ADEME, sur des choses comme ça. C'est hyper compliqué d'arriver à se faire une opinion déjà sur le choix technique avant de passer au choix derrière du fournisseur et du produit en lui-même. Ouais, vous avez en effet il y a des ACV qui existent, et l'ADEME propose des choses, mais la difficulté quand on parle de deux produits qui ne sont pas comparables, enfin de deux solutions non comparables, c'est que vos ACV, elles ne vont pas forcément vous servir à grand-chose. Parce que les ACV, les ACV, elles vont comparer deux unités d'usage. Donc, parfois, c'est possible. Mais sur l'aménagement de bureau, c'est pour ça que l'aspect cartographie est super important. C'est qu'en fait, l'aménagement de bureau, le gros du sujet, ça va être l'utilisation de la matière première pour fabriquer tout l'aménagement. Et le fait de ne pas avoir à réextraire ou réutiliser de la matière. Donc, c'est beaucoup sur des sujets où on va travailler sur la durée de vie, par exemple, si c'est sur du mobilier de bureau. La durée de vie, la réparabilité. Voir la recyclabilité, voir le fait d'utiliser du matériel reconditionné. Donc, vraiment, quand on parle d'aménagement, là, je vous donne des pistes, hein, mais vraiment le sujet intéressant pour comparer des solutions qui peuvent être différentes, avec des matériaux différents, c'est vraiment ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire essayer de dire comment j'utilise ça le plus longtemps possible, comment ça peut être réutilisable si jamais je change d'aménagement, comment je peux faire que en fait, je ne vais pas réextraire de la matière pour refabriquer un aménagement. Ça, c'est sur la partie environnementale. Et après, il peut y avoir le sujet des COV, c'est-à-dire des composés organiques volatiles dans les matériaux qui sont utilisés pour l'impact sanitaire des personnes qui vont évoluer dans l'aménagement dans les bureaux, qui est un autre sujet. Et puis après, il y a toute la partie sociale des conditions de travail dans lesquelles ont été fabriqués les bureaux, enfin les mobiliers ou l'aménagement. Okay, merci. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de revenir et c'est pour ça que la carto, elle est super importante. Et même si vous pouvez faire une cartographie, quand vous faites un appel d'offres, d'identifier les impacts qui sont liés à ce que vous achetez, c'est qu'en fait, quand vous allez vous poser la question de l'aménagement, vous allez vous rendre compte que le gros impact, il est lié à la consommation de ressources. Et que donc, l'idée, c'est de consommer le moins de ressources possible et donc d'allonger les durées de vie. Merci beaucoup. Il y avait une autre personne qui avait rallumé son micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais, on n'a pas énormément de recul pour l'instant sur l'hydrogène. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur l'hydrogène, dans quel cas?
pour l'utiliser pour les usines, et pour la prod, et puis aussi pour s'alimenter en électricité. Ouais. Là, en fait, ça va être. Alors, ce qui est difficile quand on travaille sur les sujets environnementaux, c'est que la réponse est très souvent ça dépend. Mais donc, ça dépend des cas d'utilisation, de la fabrication, en fait, dans quelles conditions c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, et donc quelle énergie on consomme pour fabriquer. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et aujourd'hui, en effet, on a assez peu de recul. Ce qu'on essaye de dire, nous, quand on accompagne nos clients, c'est vraiment de revenir justement à cette notion d'unité fonctionnelle et de dire en fait à quoi ça sert et comment déjà j'essaie de diminuer. C'est-à-dire que si c'est pour fabriquer de l'énergie, en fait d'abord je vais essayer de diminuer mes consommations d'énergie et après je vais essayer de voir quelle énergie est la moins impactante et si elle peut être produite sur site en étant peu impactante avec de l'hydrogène, pourquoi pas. En fait, souvent, on a le sujet sur la voiture, par exemple. On nous dit on passe d'une flotte thermique à une flotte électrique. Ouais, en fait, l'idée déjà, c'est de savoir donc le sujet, c'est le déplacement, c'est pas la voiture. Et est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les modes de déplacement avant de se poser la question de est-ce que j'ai une voiture moins impactante? Donc, je n'aurais pas une réponse très claire sur l'hydrogène en particulier parce que ça va dépendre dans quelle utilisation et comment c'est fait. Et ça demande en général des analyses un peu poussées. Avez-vous été confronté à des conflits entre clients et Merci fournisseurs beaucoup. Mais de rien. Sur la base de sujets sociaux et environnementaux? Des conflits. euh, Des conflits. C'est un grand mot, les conflits. On peut avoir des sujets de clients qui décident d'arrêter de travailler avec des fournisseurs qui ne souhaitent pas, enfin, qui ne mettent pas en place de plan d'action, à des contentieux. Entre clients et fournisseurs, sur la base de sujets sociaux et environnementaux, j'en ai jamais eu des contentieux juridiques. Après des conflits, donc j'arrête de travailler, oui. Des fournisseurs qui, notamment via des baromètres fournisseurs, remontent que le client demande des choses qui sont impossibles ou que le client n'a pas conscience que quand il demande de diminuer l'impact environnemental tout en demandant des matières hyper polluantes, c'est pas possible. Donc des situations potentiellement conflictuelles, oui. Des contentieux, j'en ai pas eu entre clients et fournisseurs sur la base de ces sujets-là. Sauf des contentieux qui soient des contentieux de, par exemple, un fournisseur argué d'une matière éco-responsable et n'était pas capable derrière de le prouver, par exemple. Des choses comme ça. Alors, faut-il des outils mensuels pour vraiment piloter et lesquels? Mensuels, nous, en général, on ne pilote pas à un niveau mensuel parce qu'on n'en a pas forcément besoin. On va venir piloter à un niveau trimestriel des quantités de matières durables achetées, par exemple. On va venir piloter des audits fournisseurs, de la performance. On va peut-être même pas le faire de façon trimestrielle, mais plutôt de façon biannuelle, par exemple. Et en fait, les outils, c'est vraiment des outils de pilotage qui sont en fait du reporting, donc qui j'ai évalué, quelle est la note, quels sont les plans de perf, est-ce qu'il y a des non-conformités, quelle est la quantité de critères dans ma cahier des charges, etc. Et puis derrière, sur les outils de collecte de données carbone, là, c'est vraiment des outils qu'on est en cours de déploiement avec nos clients et on essaie de les plugger à leurs ERP, c'est-à-dire réussir à, quand on passe une commande, collecter la quantité voire le poids des matières qui nous permettent derrière directement d'avoir des émissions de gaz à effet de serre calculées quasi en direct. Et donc là, on peut avoir besoin de collecte un peu plus régulière de données dans des outils de pilotage. Le sujet de la marge et du ROE dans le cadre des fonctions achats, comment présentez-vous l'aspect économique sur la démarche est-elle le plus souvent positive? Ça, alors ce qui est assez intéressant et que je vois moi dans ma pratique de conseil et que je vois aussi via l'Observatoire des achats responsables avec notre baromètre qu'on fait tous les ans, c'est qu'avant, on avait vraiment le sujet économique, montrez-moi que ça coûte moins cher, etc. Ça devient de moins en moins le sujet. C'est-à-dire que de moins en moins, on nous demande le retour sur investissement de la démarche achat responsable ou est-ce que vous pouvez me prouver que si je fais des achats responsables, ça me coûtera moins cher? Parce qu'en fait, comme ça devient une contrainte soit client, soit réglementaire, la question ne se pose plus parce qu'en fait, je suis obligée de le faire, sinon je perds des marchés ou sinon je risque une sanction.
Quand même, on a des cas, alors après, qui montrent que c'est positif. Déjà, dès qu'on travaille à sécuriser une chaîne d'approvisionnement, s'assurer que je n'aurai pas de rupture parce que je connais très bien mes fournisseurs. Et ça, nous, on l'a beaucoup vu pendant la période de pandémie Covid, que tous ceux qui avaient des démarches achats responsables robustes, ils connaissaient leur chaîne d'appro et en général, ils étaient aussi un peu les clients préférés de leurs fournisseurs et donc ils étaient livrés plus vite, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des gains. Ensuite, on arrive aussi à identifier des gains sur le changement de matière, la sécurisation des matières, voire la moindre utilisation de matière ou la moindre consommation d'énergie qui permet de faire du gain économique. Mais après, vous dire qu'à chaque fois, je peux gagner X% en faisant des achats responsables, c'est tellement structure dépendant que c'est... Voilà. Dans la majorité des cas, nos clients, ça ne leur coûte pas plus cher. Par contre, si ça peut commencer à leur coûter un peu plus cher en termes d'investissement quand on fait du capacity building ou des filières, mais en général, c'est que derrière, ils ont un vrai retour sur investissement via plutôt le fait de gagner des marchés ou de conserver des clients et de maîtriser leurs risques globalement. Quels sont vos conseils pour collecter des données liées au scope 3, particulièrement pour les petites structures? Alors, étrangement, nous, on accompagne une toute petite PME sur le scope 3 et en fait, ça peut être plus facile parce qu'on sait plus facilement ce qu'on achète, entre guillemets. Et donc, sur les données scope 3, ce qu'il vous faut, c'est c'est ce que je disais, hein, c'est quantité, volume de matière utilisée avec les bons facteurs d'émission en face. Et après, les données transport, donc kilométrage et mode de transport. Ça vous permet d'avoir de la comptabilité physique carbone. Et après, sur tout ce qui est prestations intellectuelles, en fait, on fait de la comptabilité monétaire, c'est-à-dire qu'on va prendre les montants d'achat et on les multiplie par un facteur d'émission. Mais ça, je ne vous le conseille pas sur tout ce qui est achat de biens ou de produits, parce qu'en fait, les facteurs d'émission sont en fait, ils ont des coefficients de fiabilité très faibles. Et donc, on a des mesures qui ne sont pas forcément fiables. Et surtout, quand on fait du monétaire, le plan d'action derrière, c'est j'achète pas ou j'achète moins cher. Alors qu'en fait, acheter moins cher, ça ne veut pas forcément dire acheter moins et moins émetteur. Donc, il faut vraiment essayer d'aller sur du physique, donc collecter de la donnée physique, c'est-à-dire des quantités, des matières et des volumes d'achat. Fanny, je passe directement par le micro. Merci déjà. Très naïvement, je reviens vraiment sur la base de la définition que vous avez donnée sur les achats responsables. Je me demandais comment on pouvait quantifier le moins impactant négativement. Ouais. Alors, justement, avec des métriques... Alors, sur des métriques environnementales, on y arrive. C'est... alors, soit on fait une ACV, soit on utilise les facteurs d'émission parce qu'on va changer de matière, soit les écolabels permettent aussi de mesurer ça via leur référentiel. Donc, sur l'environnement, on arrive à mesurer le moindre impact négatif. Soit gaz à effet de serre, soit quantité de matière, taux de matière recyclée, voire via des ACV ou des outils d'ACV simplifiés. Sur le social, c'est plus compliqué. Et moi, plus ça va, plus j'ai voire même philosophiquement, j'ai du mal à vouloir mettre des chiffres, voire des euros. Il y en a qui veulent mettre des euros sur le social. Et là, j'avoue que moi, je ne conseille pas à mes clients de le faire. En fait, on va venir mesurer une performance chez un fournisseur. Donc, se dire, par exemple, j'achète auprès du secteur adapté et protégé, je sais que je vais permettre à plus de personnes en situation de handicap d'avoir un emploi. Quand je travaille avec des fournisseurs qui payent correctement, parce que je vais aller vérifier ça en audit, je sais que je vais avoir des salariés qui ont de meilleures conditions de vie. Donc, je vais réussir à le quantifier via des mesures de performance plutôt que via des indicateurs très précis de réduction d'impact. Mais on peut le faire quand on se dit, voilà, j'achète auprès de fournisseurs qui n'ont pas de non-conformité majeure sur les salaires, qui n'ont pas de non-conformité majeure sur les heures supplémentaires, par exemple, je vais pouvoir venir quantifier ça. Après, vous avez des programmes de capacity building, par exemple, ce que fait L'Oréal sur ses programmes de solidarity sourcing, où ils vont venir quantifier le nombre de bénéficiaires du projet, où ils vont dire, en fait, parce que, par exemple, je mets en place une filière carité au Burkina Faso, et que donc je vais permettre à des femmes d'avoir un emploi et une rémunération suffisante, ça va bénéficier à leur communauté. Et donc, je vais venir quantifier le nombre de bénéficiaires. Et là, il y a des méthodes de quantification d'impact spécifiques qui, en général, sont montées avec des ONG. Mais en général, moi, ce que je dis sur le sujet droits de l'homme ou sécurité des personnes, vraiment, quand on est vraiment sur des choses fondamentales, en fait, on ne quantifie pas, c'est noir ou blanc, quoi. Ok, merci.
Et peut-être une autre question, si je peux me permettre, est-ce que vous voyez du coup quelque part une concentration finalement du nombre de fournisseurs pour les personnes que vous accompagnez à la fin? Ouais. Ouais, En ok. général, on va réduire le nombre de fournisseurs. Alors déjà, les acheteurs aiment bien rationaliser leur panel, hein, donc en général, on rationalise. Ça aide à rationaliser. Ça fait un critère en plus pour rationaliser le panel. Ça permet de mieux connaître ses fournisseurs. Et donc, en général, rationaliser les panels. Je dis en général parce que l'idée, c'est pas de supprimer des fournisseurs parce qu'ils sont moins bons. Enfin, l'idée, c'est d'accompagner les fournisseurs pour qu'ils s'améliorent. Donc, c'est pas non plus. Notre conseil à nous, chez nos clients, en termes de responsabilité d'acheteur responsable, c'est pas de dire bah, il n'a pas 45 sur EcoVadis, vous ne travaillez pas avec. C'est plutôt OK, est-ce qu'on peut pas lui laisser 2-3 ans pour qu'il s'améliore, quoi. Donc, la rationalisation, elle n'est pas forcément à court terme. Ensuite, ça peut être aussi de l'augmentation de panel ou du changement de panel, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément diminuer le nombre de fournisseurs, mais on va venir changer de typologie de fournisseurs. Alors d'abord en essayant d'accompagner ceux qu'on a à changer. Donc par exemple, quand je change de matière ou quand je change de technologie, j'ai demandé à mon fournisseur de changer de technologie pour être moins impactant sur l'environnement. Bah, d'abord, je vais essayer d'accompagner les fournisseurs que j'ai à changer de matière ou de technologie. Et puis s'ils n'y arrivent pas, à changer de sourcing. Et puis après, on peut avoir des sujets, mais là, qui sont plutôt l'impact du changement climatique sur les filières d'appro, notamment dans les filières agricoles, où en fait, on sait qu'il y a certaines zones qui ne produiront plus ce dont on a besoin. Et donc là, on va aller chercher de nouvelles zones pour produire ce dont on a besoin. Et donc là, on a des changements de panel aussi. Ok, très clair. Merci. Excusez-moi, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'était pour revenir sur les ACV. Vous nous avez dit, pour tout ce qui est produit, vous recommandez plus de voir les quantités achetées, le type de matière et les volumes d'achat. Ouais. Mais est-ce que vous auriez à part les ACV et ça, vous n'auriez pas d'autres recommandations pour calculer précisément, par exemple, le bilan carbone des fournisseurs ou de la structure dans laquelle on est? Ah bah, en fait, je vois pas comment vous. En fait, calculer le bilan carbone, c'est. Vous avez 3 scopes dans le bilan carbone, scope 1, 2, 3. Dans le scope 1, Oui. 2, c'est les consommations d'énergie. Donc, en gros, il vous faut vos kilowattheures ou vos consommations de carburant, donc vos litres de carburant consommés. Et à partir de ça, vous mettez les facteurs d'émission et ça vous fait votre scope 1, 2. Et sur tout le reste, qui sont les transports, donc il vous faut des kilomètres parcourus et des modes de transport. Et sur tout le reste, il vous faut des. Il n'y a que deux matières, il y a que deux façons de faire. Soit c'est du monétaire, c'est-à-dire je prends les montants d'achat et je leur mets des facteurs d'émission. Soit c'est du physique et donc j'ai besoin de quantité de matière. Et en fait, on n'a pas 12 000 possibilités. On n'en a que deux, du monétaire ou du physique. Et sur le physique, j'ai besoin de connaître concrètement ce que j'achète. En fait, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont liées à quand j'achète 1 kilo d'acier, mes émissions de gaz à effet de serre, je peux les calculer en me disant bah, j'ai acheté 1 kilo d'acier. Je l'ai acheté 1 000 euros, je fais 1 000 euros fois le facteur d'émission et donc ça me donne une estimation très très large. Ou alors je dis j'ai acheté 1 kilo d'acier, j'ai le facteur d'émission qui vient de la base ADEME et donc j'ai vraiment ou plus réellement mes émissions de gaz à effet de serre. Mais en gros, j'ai que deux méthodes, le monétaire, le physique. Et pour le physique, j'ai besoin d'avoir ces quantités, volume, matière. D'accord. Donc, quantité, volume, matière, quantité, Enfin, volume au poids, volume. hein. Mais là, je peux parler d'un kilo d'acier, c'est un poids. D'accord. Et donc, soit physique, soit monétaire. Donc, si c'est monétaire, montant d'achat, prix associé et le facteur d'émission. Ouais. Et sinon, juste montant d'achat et facteur d'émission. En fait, le monétaire, c'est montant d'achat et sinon, j'ai quantité achetée fois facteur d'émission. D'accord, ok. Alors que sinon, c'est montant d'achat fois Fois facteur facteur d'émission. En fait, Ok. ils vont vous dire quand j'achète, ils vont vous dire quand j'achète pour 1 000 euros de matériel informatique, ça vaut tant d'émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est très très générique. Tu vas demander à payer moins cher Et et puis en fait, il ouais. suffit que je paye 900 euros mon ordinateur plutôt que 1 000 euros et il n'aura pas émis moins de gaz à effet de serre, mais dans mon bilan carbone, il sera moins impactant. Ouais, alors que si on fait volume d'achat et facteur d'émission, là on est sur du flux Exactement. physique et c'est beaucoup Exactement. plus réaliste et on peut vraiment voir. Tout à fait. Et donc, nous, après, ça peut être énorme hein, quand on est une grosse boîte de calculer ça. Donc, nous, en fait, on va, via la cartographie, identifier là où il y a le plus d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer uniquement. Mm. Et il y donc, avait une. Pardon.
Pardon. Et donc, dans ce cas-là, dans une grosse entité, justement, comme vous disiez, on identifie là où ça y met le plus pour commencer par traiter cette zone-là et puis après, voir Ouais. les autres sources pour Exactement. petit à